pas forcément simple de lire sur mes lèvres. Donc, je me présente Floriane pour ceux qui me connaissent déjà. Je reconnais quelques noms, donc j'imagine que pour certains, vous avez déjà assisté à des webinaires. J'en suis ravie. Si vous êtes de nouveau là, c'est que ça vous a plu. Dans tous les cas, je l'espère. Et aujourd'hui, on va donc se concentrer en fait sur un sujet qu'on n'a jamais traité avec Netvox, sur la relation clientèle après la souscription. Qu'est-ce qui se passe après la souscription? C'est à la fois des obligations pour vous en tant que courtier, mais aussi des opportunités, c'est ce qu'on verra, des opportunités commerciales, des opportunités de développement pour la pérennité aussi de votre structure. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour essayer de recadrer un petit peu les choses au niveau des attestations, puisque cette formation est éligible DDA, on va fonctionner un petit peu différemment cette fois-ci. Le quiz klaxon qui est plutôt habituel en fin de parcours, là, on va le faire un peu au fur et à mesure. Donc, je vais vous expliquer comment vous connecter au fur et à mesure pour essayer de rendre les choses un petit peu plus participatives. Vous m'entendez maintenant, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je ne vous entends pas et on va essayer de communiquer un petit peu différemment. Alors, je vois que vous avez trouvé tous l'onglet converser. N'hésitez pas à utiliser cet onglet pour poser vos questions. Anthony, pour répondre à votre question, oui, votre micro est bien fermé. Normalement, tous les micros sont fermés, sauf le mien. Donc, vous pouvez continuer à chanter si vous le souhaitez pendant que j'animerai, il n'y a pas de problème. Ça me fera de la compagnie. Donc, je vais partager mon écran comme d'habitude et je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner cette formation. Comme je vous le disais, vous allez recevoir à la fin de la formation, aujourd'hui ou plutôt demain, vos attestations DDA ne seront pas soumises, elle n'est pas soumise cette fois-ci à la réalisation d'un quiz en ligne post-formation. En fait, on prendra simplement les personnes qui sont connectées et qui vont pouvoir participer en direct en fait, à la formation qu'on va faire ensemble. Je vais vous partager mon écran. Hop, hop, hop. J'en ai pour un instant. Il y a plein de choses ouvertes. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, juste, je reprends l'onglet Converser pour pouvoir vous parler. Et c'est parfait. Alors, tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Si je peux avoir quelques réponses. C'est parfait. Merci beaucoup, Amel. Si tout le monde voit mon écran, c'est formidable. Alors, je vous explique. Merci, j'ai plein de réponses. Alors, on va peut-être commencer par là. Vous allez aller sur vos téléphones ou sur vos tablettes ou même votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre si vous le souhaitez. Si vous avez vos téléphones à côté de vous, c'est peut-être le plus simple. Et vous allez aller sur l'appli. Soit vous scannez, c'est-à-dire vous pouvez faire une petite photo de ce QR code. Si vous avez un iPhone, ça fonctionnera directement. Ou alors, vous allez aller sur Klaxoon, le site de Klaxoon, donc Klaxoon, Klaxoon, et on va vous demander un code d'accès. Le code d'accès, le voici. EJNCVUH. J'ai l'impression d'être chez un ophtalmo et de devoir dire des lettres. Pourquoi? Parce que je vais vous faire participer à des petits quiz, mais surtout des petits sondages en ligne, et ça va pouvoir animer en fait la formation qu'on va faire ensemble. Donc, si vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur Klaxoon, en tapant ce code-là, me confirmer que tout fonctionne, ce serait adorable. Je vous laisse quelques petites secondes pour ce... C'est OK pour... OK, c'est OK. Donc, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, normalement, ça devrait aller. Bon, en soi, ce n'est pas très grave si vous n'y arrivez pas, mais ça va vous permettre de pouvoir répondre à des petits sondages en ligne. Et voilà. Donc, vous avez d'un côté votre téléphone, de l'autre mon écran. Et moi, je vais pouvoir plus facilement comme ça vous projeter les éléments. Et puis, on va pouvoir en parler ensemble. OK? Alors, je redonne le code pour ceux qui le veulent avant de recommencer l'activité. Le code, Michael. EJNCVUH. EJNCVUH. Mais à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais même l'écrire. Merci, Kenny. Voilà. Je l'écris comme ça à tous les participants. Donc, normalement, vous allez pouvoir le retrouver un petit peu plus facilement comme ça. Alors, parlons bien, parlons peu.
hop, je reviens en arrière, de la relation clientèle post-souscription. Vous savez que le contrat d'assurance, c'est un contrat qui a une durée, c'est-à-dire que ce n'est pas un contrat instantané. Juridiquement, on va dire que le contrat d'assurance, en fait, il est à exécution successive, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment la souscription du contrat, et puis pendant la vie du contrat, il peut se passer plein de choses. Et il doit se passer plein de choses pendant cette vie du contrat. Déjà parce que pour vous, c'est une obligation, et aussi parce que c'est aussi des opportunités commerciales pour le courtier de pouvoir développer son chiffre à travers la souscription, par exemple, d'autres contrats, etc. Alors, dans un premier temps, je vais vous lancer un petit test et vous allez devoir me dire ce que vous inspire la gestion de la relation clientèle. Alors, je lance juste l'activité. Je vais vous demander un petit instant. Et vous allez pouvoir faire, en fait, normalement, avec votre écran, vous avez la possibilité de pouvoir me mettre des petites idées. Selon vous, qu'est-ce que ça vous inspire, la gestion de la relation clientèle? Le but, ce n'est pas forcément de mettre des grands paragraphes, c'est juste de mettre des mots qui vont apparaître, comme vous le voyez là sur l'écran, normalement, en surbrillance. Vous pouvez remettre plusieurs fois le même mot et ça va apparaître comme ça. Alors, la confiance, apparemment, est un mot qui revient souvent, donc de la confiance. J'imagine que quand on parle de confiance, on va parler de confiance, notamment le client qui doit avoir une certaine confiance vis-à-vis de son intermédiaire. La confiance, la fidélité, la disponibilité, de la réactivité. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'au niveau de la réactivité, on se rend compte que le client attend de plus en plus de réactivité. J'en parlerai juste après par rapport à l'immédiateté, du conseil. Ça bouge, ça bouge. De la fidélisation, c'est une opportunité aussi, en effet. Vous voyez, il y a quelques idées qui apparaissent plus souvent que d'autres et qui sont du coup beaucoup plus grosses sur votre écran. J'attends quelques petites secondes. Ça bouge, ça bouge. C'est formidable. Alors, si je m'arrête là, c'est-à-dire que si je vais m'arrêter en fait sur la confiance, quand vous parlez de confiance, est-ce que c'est vous qui devez vous êtes confiant dans la gestion de votre relation clientèle, ou est-ce que c'est le client finalement qui est confiant vis-à-vis de son courtier? Ça, c'est une question finalement qu'on pourrait se poser plusieurs fois. Alors, Sandro, si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est pas très très grave. Toujours est-il que vous avez le code normalement dans le petit chat. Vous devez aller sur le site de Klaxoon, 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 tapez le code EJNCVUH et ça vous permettra de pouvoir vous connecter. C'est parfait. Alors, c'est le client. C'est le client qui doit en effet avoir une certaine confiance vis-à-vis de son intermédiaire pour pouvoir tout simplement avoir une relation de confiance, une relation de clientèle pérenne. Néanmoins, on se rend compte que par rapport à ça, le courtier doit faire face à certaines obligations, des obligations qui ne sont pas toujours simples à gérer, je pense. Je pense qu'on a fait suffisamment de formations ensemble et vous m'avez évoqué suffisamment de fois le fait que souvent vous êtes un petit peu mis dans une situation un peu compliquée par rapport à toute la réglementation, notamment. Et toute cette réglementation qui rend les choses un petit peu complexes. Et justement, quand on regarde le marché de l'assurance, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obligations et que c'est des obligations qui sont souvent liées au marché. Le marché de l'assurance, aujourd'hui, il ressemble à quoi? Le marché de l'assurance, il n'est plus forcément le même parfois que celui que vous avez connu pour ceux qui exercent depuis 10 ou 20 ans. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même sous l'effet des nouvelles réglementations. Pardon. Des nouvelles réglementations qui vont offrir notamment plus de flexibilité de résiliation pour les clients. Dernièrement, on a eu la résiliation infra-annuelle pour les contrats santé. On va aussi avoir la loi Hamon, que vous connaissez en auto-habitation. Pardon, je n'ai pas le Covid, mais je tousse. Donc, du coup, il y a ces nouvelles réglementations. Des nouvelles réglementations qui vont créer aussi des obligations nouvelles pour vous, des obligations nouvelles, notamment en termes d'information et de devoirs de conseil. Alors, est-ce qu'elles sont réellement nouvelles, ces obligations? Non, pas nécessairement, parce que sur l'information et le devoir de conseil concernant l'intermédiation en assurance, la première directive est rentrée en vigueur en 2007. Certes, il y a eu DDA en 2018, toujours est-il qu'on est quand même sur quelque chose qui dure depuis 13-14 ans, avec une inflation réglementaire ces dernières années, je vous l'accorde.
Ces nouvelles réglementations qui, cumulées avec le comportement des clients, ce comportement des clients, tout à l'heure, on a parlé de confiance, mais on a aussi parlé de rapidité, du moins c'est vous qui l'avez dit. Les clients, en effet, attendent, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ils attendent plus d'immédiateté. Ils attendent presque quelque chose, finalement, de super rapide. Alors, je pense qu'ils sont peut-être habitués aussi à pouvoir télécharger sur leur espace client, enfin, sur l'espace client que leur offre plein de prestataires. Hein. Ça peut être des ex-prestataires comme EDF, etc., où on peut télécharger des factures, où on peut télécharger pas mal de choses. Peu importe, mais dans tous les cas, les clients sont habitués à avoir des informations rapides et immédiates, et ils sont en demande d'informations rapides et immédiates. Didier l'a dit, apparemment, évidemment, on attend de l'expertise, on attend du conseil, d'autant plus que les clients, ils sont plus informés. Alors, plus informés, ça ne veut pas dire nécessairement mieux informés selon moi, même si aujourd'hui, avec les obligations d'information et devoirs de conseil, on les informe plus, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont mieux informés. Même si avec Internet, avec plein de choses, ils sont plus informés, je ne suis pas vraiment sûre qu'ils soient mieux informés. Le client est néanmoins moins fidèle. Il est moins fidèle dans sa globalité, il est moins fidèle parce qu'en plus de ça, il a l'attrait de nouvelles concurrences. Il a l'attrait de nouvelles concurrences. Alors, la concurrence des banques existe depuis un certain temps. La concurrence aussi des assurtech est un marché sur lequel, en fait, le courtier doit, à mon avis, veiller, surtout depuis ces 2-3 dernières années où les assurtech, dans certains domaines spécialisés comme la santé, l'habitation, sont en train de prendre des parts de marché, notamment grâce à des outils digitaux, à une expérience client qui est plus rapide, plus fluide, plus immédiate. Et tous ces éléments-là créent des obligations pour vous dans la gestion de la relation clientèle qui rend les choses un petit peu différentes de celles que vous avez connues jusqu'ici et qui peut peut-être la complexifier, entre guillemets. D'autant plus que votre métier, je pense que là-dessus, vous allez aussi être d'accord, vous serez d'accord si j'arrive à toujours mener la page. Votre métier, il est assez complexe. Il est assez complexe, pourquoi? Il est complexe comme beaucoup de métiers, hein, je dirais. Mais déjà, vous êtes chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, vous développez un portefeuille, un peu à l'instar d'un agent général sur le côté développement d'un portefeuille. Le portefeuille, il vous appartient. Il vous appartient, vous devez faire en sorte, bien évidemment, qu'il soit périn, qu'il y ait aussi une croissance de ce portefeuille. C'est le but, hein, j'imagine, quand on est chef d'entreprise. Le but, c'est quand même de rendre son entreprise évolutive, hein, dans l'aspect positif. Hein. Et puis, en plus d'avoir ces objectifs quantitatifs, vous devez, en tant que profession réglementée, avoir des objectifs qualitatifs. Dur à dire. Ces objectifs qualitatifs font qu'ils sont intrinsèques à la profession de courtier. C'est-à-dire que vous devez conseiller votre client pendant toute la durée du contrat. Le conseil, c'est un mot qui est apparu aussi dans le nuage de mots. Conseiller le client à la souscription, oui, mais aussi pendant toute la durée du contrat, notamment quand il y a un sinistre ou quand il y a une modification de situation, quand bien même d'ailleurs il n'y aurait ni sinistre ni modification de situation. Je vous rappelle que la CPR exige que le contrat reste adapté à la situation du client pendant toute sa vie. Donc, avec des contrats à tacite reconduction, ça nécessite forcément de communiquer avec son client régulièrement, parce que même si le client a l'obligation de vous déclarer les circonstances qui vont aggraver le risque, vous devez aussi veiller, s'il vous déclare des choses, que le contrat reste toujours adapté. C'est une obligation légale, hein, une obligation légale qui est imposée par le Code des assurances, et puis une obligation aussi contractuelle vis-à-vis de vos clients et aussi vis-à-vis des sociétés avec lesquelles vous travaillez, que ce soit vos fournisseurs, partenaires assurantiels directs, organismes d'assurance, sociétés d'assurance, etc., mais aussi les courtiers grossistes comme Netvox, par exemple. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la photographie du courtier en assurance est uniforme? Oui, juridiquement. Juridiquement, en fait, c'est un commerçant qui n'a pas de lien d'exclusivité avec aucun organisme d'assurance, sinon il serait agent général. Il reste mandataire du client, alors dans le cas d'un mandat tacite, hein, néanmoins, il est censé représenter, conseiller son client, etc. Néanmoins, cette photographie, elle n'est pas du tout uniforme en matière économique. On s'en rend compte, en fait. Le courtier, il n'existe pas un type de courtier. Parfois, moi, mes courtiers me disent « Mais comment font mes courtiers
concurrents. Ben, les courtiers concurrents, ils ont chacun un modèle économique qui va être différent. Certains vont être très spécialisés. Moi, j'ai des courtiers qui sont très spécialisés, soit parce qu'ils font que de l'assurance vie principalement, ou alors ils font que de l'assurance construction. D'autres vont faire toutes sortes de contrats en auto, en habitation, en santé, c'est peut-être votre cas. Bon, on peut s'adresser qu'uniquement à une population plutôt de particuliers. Certains peuvent faire que du pro. Bref, il n'y a pas qu'un seul modèle économique. De la même façon, certains peuvent faire ça à titre accessoire, comme d'autres à titre principal. Les modes de commercialisation peuvent varier aussi. Beaucoup de courtiers de proximité ont des modes de commercialisation qui sont du face-à-face, c'est-à-dire qu'on est en rendez-vous, on est presque sur un rapport ancien ou un rapport traditionnel, alors que d'autres, ça se passe uniquement par téléphone, uniquement par Internet. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a un modèle, dans tous les cas, qui doit s'adapter à l'envie, aux besoins du courtier. Et par contre, il y a des conséquences à tout ça. C'est-à-dire que le courtier, au niveau de sa photographie, va avoir finalement une photographie qui n'est pas du tout uniforme au niveau économique, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, d'effectifs, on va être assez diversifié. Je vais vous reposer une autre petite question. Donc là, vous allez pouvoir reprendre vos téléphones. Je lance une nouvelle activité. Voilà, j'ai essayé un peu d'humour, hein. Vous allez pouvoir voir sur vos téléphones, en fait, ce mini-humour. Et vous, dans quelle situation vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt seul? Est-ce que vous êtes à deux? Ou est-ce que vous êtes plutôt en équipe? Alors, je vous laisse répondre. En équipe, pour ceux qui me répondent dans le chat. Seul. Seul. Alors seul, j'ai mis Superman ou Superwoman. Donc c'est plutôt cool quand même d'être seul parfois. En équipe. Alors ça répond au fur et à mesure. Ok, il ne manque pas grand monde. Pas grand monde, j'attends plus. Alors, les résultats du sondage, finalement, sont assez révélateurs avec la situation classique des courtiers. C'est pas très grave, Georges, si vous n'arrivez pas à envoyer votre réponse. C'était juste pour illustrer un petit peu mes propos. Et la majorité, donc, sont des Superman et des Catwoman. La majorité des courtiers, d'ailleurs, de proximité, on le verra, sont des Superman ou des Catwoman. Alors, certains sont des Batman et Robin. D'autres ont des collaborateurs salariés, puis parfois on peut inclure aussi les mandataires, même s'ils ne sont pas salariés. Toujours est-il que le visage du courtage correspond à peu près au panel que l'on a d'une manière générale. Pourquoi ? Parce que si je vous montre un petit peu cette photographie avec les chiffres clés, aujourd'hui vous êtes presque 25 000 courtiers. 25 000 courtiers, on est sur des chiffres en hausse depuis la création de l'ORIAS. 25 000 courtiers immatriculés à l'ORIAS, 10 209 qui exercent à titre principal, ce qui représente 41% de la population. D'autres sont agents généraux, d'autres sont aussi au BSP, notamment courtiers en prêt immobilier ou mandataires en prêt. Et ça représente tout ça 4 400 sociétés. Néanmoins, on se rend compte de quoi? On se rend compte que presque 90% des courtiers sont des TPE, c'est-à-dire des entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Alors, on a bien évidemment des X-Men qui fonctionnent en groupe, mais globalement, on a quand même beaucoup de petites entreprises chez le courtier de proximité. 8% des courtiers de proximité, enfin des courtiers, auraient 0 salarié, donc travailleraient seuls, parfois à domicile et puis chez les clients. On a 69% des courtiers, donc ça c'est la majorité, qui travaillent avec 1 ou 4 salariés. Ce sont des chiffres en fait qui sont issus du panorama du courtage qui a été publié par Planète CSCA. C'est difficile d'avoir des chiffres sur le monde du courtage, qui soient bancaires ou assurantiels, parce que l'ORIAS, de même que la CPR, ne donne pas ces chiffres-là. On n'a pas réellement accès à des chiffres à part la quantité de courtiers.
et puis qui exerce à titre exclusif ou non, on n'a pas forcément tous les chiffres malheureusement. Toujours est-il qu'on sait qu'au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, globalement, beaucoup de courtiers font plutôt de l'IARD, majoritairement, de l'assurance de personnes aussi à travers des assurances individuelles, quelques assurances collectives, mais je dirais que cette répartition du chiffre d'affaires, elle n'est pas forcément non plus toujours significative par rapport à la réalité du marché, parce que tout dépend, encore une fois, de votre situation à vous et des choix du modèle économique de chacun. Alors, je repose une autre petite question. De la même façon, moi, je vous pose plein de questions. Vous n'hésitez pas à m'en poser aussi, hein, par le chat, comme je vous l'ai dit. Je vais vous poser une autre petite question. Est-ce que vous vous fixez, comment vous envisagez de votre côté vos objectifs de croissance? Alors là, j'ai fait une analogie sur l'autoroute. Normalement, vous devez pouvoir voir l'écran. Alors, je vous laisse répondre un tout petit peu. Vous ne savez pas comment ça marche. Franck, normalement, vous êtes connecté, Franck, à Klaxoon ou pas? Non. Sinon, il faut impérativement qu'il y ait au moins 2 contrats. OK. Alors, comment vous envisagez vos objectifs de croissance? Alors, juste avant de répondre, Frédéric, vous avez été déconnecté, c'est pas très grave. Georges, je vous invite en fait à envoyer un mail ou à nous recontacter par téléphone sur hello, H-E-2-L-O, @spiritusformation.com. Voilà, pour qu'on puisse traiter le problème ensemble. D'accord? Écoutez, j'ai pas eu l'info, moi, vous concernant. Peut-être que, Kenny, tu as eu une info concernant Monsieur As. Bon, dans tous les cas, voilà. Contactez-nous par mail, on vous répondra sans aucun problème. hello@spiritusformation.com. OK? Alors, globalement, c'est quoi vos objectifs? Alors moi, d'une manière générale, je ne devrais pas le dire, j'espère qu'il n'y a pas de policiers. J'ai plutôt tendance à être fou du volant en voiture. C'est pas bien du tout, je le sais. En plus de ça, je travaille dans l'assurance, donc je sais exactement les risques qui sont liés à tout ça. Dans la vraie vie, néanmoins, je ne crois pas que fou du volant, ce soit génial. Notamment quand on parle d'objectifs de croissance, parce que quand on parle de croissance, si on est fou du volant, quand on monte très vite, on peut aussi descendre très bas. Donc, je ne pense pas que ce soit le but. Après, prudence, 90 km/h, sachant que sur autoroute, on est plutôt à 130, c'est pourtant la majorité des réponses. Est-ce que c'est toujours le mieux? Prudence, 90 km/h. Vous verrez que dans prudence, j'avais mis des guillemets par rapport au fait que quand on ne va pas assez vite, c'est quoi le problème? Quand on ne va pas assez vite, on risque d'être largué aussi. Et là, notamment par rapport aux outils digitaux, par rapport à plein de choses comme ça, moi j'ai des courtiers par moment qui ont encore, même beaucoup de courtiers n'ont pas de CRM. Le CRM est pourtant quelque chose qui va vous aider à produire mieux et à avoir plus de rentabilité et à mieux gérer votre relation clientèle dans le temps, voire même en plus de ça, qui peut valoriser votre portefeuille en cas de revente plus tard. Donc prudence, attention, 90 km/h sur une autoroute quand ça roule bien, ce qui est peu probable à Bordeaux, je vous avoue, quand ça roule bien, ce n'est pas forcément l'idéal. Vitesse de croisière, 130 km/h, voilà, on essaie d'être dans la bonne vitesse. C'est sans doute, est-ce qu'on peut dire que c'est le mieux? Je ne suis pas vraiment sûre, hein, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est plutôt raisonnable dans tous les cas. Alors juste, Franck, pour participer aux questions, vous allez sur klaxoon.com et vous tapez le code que je vous recolle en commentaire, qui est donc celui-ci, sur Klaxoon. En tapant sur Google, on devrait réussir à le retrouver assez facilement, l'application.
Voilà, je vous invite à vous connecter. Je reprends. Donc pour le coup, en fait, les objectifs, vos objectifs de croissance, comment on peut les envisager? Alors là, il y a des théories, l'objectif, un théoricien notamment qui est un prof de management qui s'appelait Monsieur Doran, a dit que les objectifs devaient être SMART. Ça veut dire quoi SMART? SMART, ça veut dire S pour spécifique, c'est-à-dire que l'objectif, il doit être clairement défini, notamment quand il y a des salariés, il faut savoir répartir les ressources, les ressources qui sont à ce moment-là humaines, mais qui peuvent être aussi des ressources matérielles, des ressources économiques, etc., de sorte à ce que ces objectifs soient clairement définis. Ensuite, ces objectifs, ils doivent être mesurables. Mesurables pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir les suivre, pouvoir les adapter ensuite en fonction, et puis pouvoir faire en sorte que ces objectifs ils soient quantifiables et évaluables. Ça, c'est le but du mesurable. Atteignable et réalisable, dans quel sens? Atteignable et réalisable parce que quelque part, le but, c'est pas de se fixer des objectifs qui sont impossibles, que ce soit dans la gestion du temps, que ce soit dans la compréhension du mouvement, ou que ce soit aussi même par rapport aux compétences. Où moi, j'ai des courtiers parfois qui me disent j'aimerais faire de l'assurance vie, mais qui n'en ont jamais fait. L'assurance vie nécessite, pour rappel, un devoir de conseil qui va être plus renforcé, et puis aussi des compétences qui sont presque des compétences bancaires, des compétences qui sont patrimoniales, des compétences qui sont successorales. Bref, c'est quand même quelque chose d'encore différent de l'assurance auto. Et de la même façon, quelqu'un qui a fait de l'assurance vie, ben, ce n'est pas toujours simple pour lui de faire de l'assurance auto, parce que même si vous faites le même métier, même si vous travaillez dans le même domaine d'activité, vous ne le faites pas forcément de la même façon, et ce n'est pas toujours très pertinent d'imaginer des objectifs parfois qui ne sont pas toujours atteignables. Le but d'un objectif, c'est aussi, quand on veut le mesurer, quand on veut l'atteindre, de le définir en fait, de le définir temporellement, parce que c'est toujours plus agréable, je pense, pour chacun et plus motivant surtout de faire en sorte que nos objectifs ne soient pas trop lointains, pas trop proches non plus, mais pas trop lointains, pas trop lointains, sinon on se décourage. Alors, Anthony, CRM, je vais éviter de vous le dire en anglais parce que vous allez couper vos micros. CRM, ça veut dire Customer Relation, je ne sais plus trop quoi. Le but, c'est d'avoir en fait un logiciel ou plutôt un progiciel. Il en existe plusieurs sur le marché qui sont plus ou moins aboutis, sur lequel vous pourrez avoir toute votre base à la fois de prospects et de clients. Et ça permet aussi de dématérialiser les pièces, d'avoir des chiffres ou des rapports d'activité, des tableaux de bord en fait sur le type sur votre portefeuille en fait, combien vous avez de particuliers en portefeuille, combien de contrats plutôt professionnels, quel type de contrat, etc. Alors là-dessus, voilà, on dit customer. Vous voulez vraiment que je le dise en anglais? Customer Relationship Management. Voilà, donc vous en avez un. Novanet est pas mal, Stéphanie nous dit. Moi, très souvent, on me pose cette question-là en me disant, est-ce que tu connais un CRM adapté en fait au monde du courtage en assurance. Si vous voulez d'ailleurs marquer le nom de votre CRM pour ceux qui en ont, je pourrais les partager parce que c'est vrai que si vous êtes satisfait, pourquoi pas. D'autant plus que parfois, on a des CRM qui ne semblent pas toujours adaptés, non pas au monde du courtage, parce que le but, c'est de prendre des CRM qui sont adaptés au monde du courtage, mais avoir des CRM en fait qui sont adaptés à son type d'activité. Alors, juste les sites, Ogodata, je le connais bien, en effet, c'est très très bien. Modulaire courtage, d'après ce qu'on me dit, donc Aurélia, adapté aux courtiers en assurance. Modulaire, Cédric confirme. Ogodata, Corti, je ne connaissais pas, Muriel. Si vous en avez d'autres. Moi, je connais Netsoft Assure aussi, qui fonctionne chez certains de mes courtiers. Times Tonic. Aurélia nous dit qu'en fait, vous bénéficiez en tant que partenaire Netvox de réduction si vous travaillez avec Modulaire Courtage. Ça aussi, c'est très bien parfois de pouvoir utiliser, entre guillemets, vos fournisseurs, en l'espèce vos fournisseurs pour vos formations, mais aussi pour les négociations qu'ils auront effectuées dans les sélections de leurs partenaires. C'est-à-dire que si Netvox a sélectionné Modulaire Courtage, j'imagine que c'est parce que ce logiciel est totalement adapté et si en plus de ça, vous pouvez avoir des réductions, c'est mieux. Assure 3D,
Voilà, donc voilà pour ce qu'on vient de citer dans le chat. Je vais vous poser une autre question. Et là, on va parler d'opportunité. Et au niveau de l'opportunité, avant toute chose, j'aimerais qu'on s'interroge sur ce que c'est que la satisfaction client pour vous. Qu'est-ce que c'est que la satisfaction client pour vous? Alors, je dirais que c'est presque une question philosophique sur laquelle on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que la satisfaction? La satisfaction, c'est large. Je vous laisse répondre quelques petites secondes. La confiance, la recommandation, la pertinence, la réactivité, le renouvellement. En effet, le renouvellement de la confiance montre la satisfaction sans aucun doute. En général, moi, je suis ravie quand des personnes, quand mes clients reviennent d'une année sur l'autre refaire des formations avec moi. Et je suis ravie quand je retrouve aussi dans les noms des participants les personnes qui ont déjà participé aussi à des webinaires. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous étiez plutôt satisfait, et donc ça rassure. La fidélité, la fidélisation, tout ça, c'est en effet des preuves de satisfaction client. La réactivité, est-ce que c'est une preuve ou est-ce que c'est un moyen d'obtenir la satisfaction? Je pense que c'est plutôt un moyen. Le but de la satisfaction, c'est en effet fidéliser, pas que. Le but de la satisfaction, ça va être aussi parfois développer. Le suivi du client permet d'avoir de la satisfaction client, en effet. La qualité permet d'avoir de la satisfaction client. Les affaires, je ne comprends pas trop ce mot par rapport à ça. Bouche, le bouche à oreille, sans doute. Oui, j'allais dire bouche à bouche. Non, il ne faut pas faire ça avec ses clients. Normalement, c'est même... ou surtout en situation Covid. Et puis, c'est légalement répréhensible par moment si le client n'est pas vraiment d'accord par rapport à ça. La réactivité est un moyen d'obtenir en effet la satisfaction client. Est-ce que la satisfaction client, c'est simple? Est-ce qu'elle est finalement unique? Pas toujours, parce que quelque part, il va falloir s'adapter à chaque client. Alors là, je vois plusieurs mots, encore une fois, il faut être pertinent. Et la pertinence, c'est aussi savoir s'adapter à chaque client, en effet. Alors, je vais juste arrêter ce petit nuage de mots. Merci pour votre participation. Hop, je reprends. Mince, excusez-moi, c'est revenu en arrière. La satisfaction, on dit que finalement, elle peut se mesurer parce qu'on peut la mesurer en comparant les attentes initiales du client et puis finalement ce qu'il a. Alors, c'est sa perception à lui, c'est-à-dire que ce n'est pas une perception qui va être générale, mais c'est quelque chose qui va jouer dans la satisfaction du client. Alors, dans les moyens d'obtenir cette satisfaction, Sandro le dit, il faut être actif. Oui, ça c'est vrai. Il faut savoir suivre son client, d'autant plus qu'on l'a dit, au niveau du suivi du client, c'est une obligation légale ou réglementaire et puis en plus de ça, contractuelle. Au niveau de la satisfaction du client, il faut avoir aussi une certaine écoute. Il faut savoir faire plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à son client, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'accompagner, il faut savoir être réactif. Bref, c'est très compliqué de bien satisfaire son client. D'autant plus que la satisfaction, c'est uniquement quand la qualité perçue par le client, quand sa perception des choses est supérieure à la qualité attendue. Parce que sinon, finalement, on est dans une normalité. Le client, il attend une satisfaction normale, mais la satisfaction forte, c'est quand c'est génial. Sinon, c'est plutôt neutre. Être à l'écoute, en effet, Georges le dit. La qualité perçue, quand elle est inférieure à la qualité attendue, là, on est dans l'insatisfaction. Et l'insatisfaction, par contre, génère des choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. D'autant plus qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, on est de plus en plus dans l'avis client. Mais pas que dans l'ère du digital. On a l'habitude de donner son avis sur TripAdvisor quand on pouvait voyager avant. Voilà, fut un temps, on avait le droit. Et par rapport à ça, on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser aussi Google pour donner son avis. Certains aussi, courtiers, peuvent utiliser
des méthodes de recueil d'avis qui ne sont pas internes, mais qui sont externes. Et donc là, on est dans les avis sollicités. Je pense notamment à Trustpilot, je pense notamment aussi à Avis Vérifié. Et puis, Aurélia me disait de chez Netvox que suite à la gestion d'un sinistre, Netvox demande systématiquement le retour du client avec Ecomi. Quel est l'intérêt de ces avis clients? L'avis client sur Internet permet plusieurs choses. La première chose, c'est que le client a l'impression d'être reconnu déjà. Quand on nous demande notre avis, on a l'impression d'être entendu, on a l'impression d'être reconnu, d'être valorisé. Quand on nous demande notre avis, on peut exploiter, nous, en tant que professionnels, les avis des clients, parce que ça sert à notre référencement naturel sur Internet, parce que ça permet aussi de sécuriser le futur client, donc le prospect qui s'interroge, hein, de pouvoir dire, ah ben, vous voyez, là, il y a eu 40 personnes qui ont donné des avis positifs, ben, c'est plutôt rassurant. Quand on s'engage dans une relation professionnelle ou autre, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être rassuré avec des avis clients. Et justement, par rapport à ça, je vais vous poser aussi d'autres questions. Alors, je ne vais peut-être pas passer par Klaxon pour le coup, mais globalement, est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? Ça, ce n'est pas moi qui les édite. Et puis, quelque part sur Google, on vous trouvera des autres chiffres. L'idée, c'est globalement, est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? Un client satisfait, on parle à 3 personnes. Un client mécontent, on parle à 12. Un client très mécontent, on parle à 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'est pas content du tout, on le dit beaucoup et on le dit fort. Quand on est content, est-ce qu'on le dit beaucoup? Pas tant que ça. Moi, j'ai bien mangé, je ne vais pas forcément le dire beaucoup. Par contre, si j'ai pas bien mangé, je vais me plaindre longtemps. Alors, sur les 98%, on verra tout à l'heure. Mais globalement, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on n'est pas content, on le dit fort. Quand on est content, on ne le dit pas beaucoup. C'est pour ça que quelque part, parfois, quand vous avez des clients qui sont contents ou autres, mais demandez-leur leur avis, demandez-leur leur témoignage. De plus en plus de courtiers, des courtiers de proximité, n'hésitent pas à mettre sur LinkedIn, sur Facebook, selon les réseaux sociaux que vous utilisez, en fait, n'hésite pas en fait à mettre quelques petits avis clients, etc. C'est super rassurant. Les avis doivent être sollicités. Le client spontanément ne le demandera pas. C'est dommage, enfin ne le fera pas toujours, c'est dommage, mais sollicitez vos clients pour obtenir des avis dans la gestion de la relation de confiance et puis dans le fait d'avoir des nouveaux prospects, c'est quelque chose de positif. Ensuite, 98% des clients mécontents ne se plaignent jamais, ils se contentent de vous quitter. Alors, Gilles me dit qu'il n'est pas d'accord avec les 98%. Ce sont des chiffres qui sont issus, ce n'est pas une méta-analyse, hein, donc je ne crois pas qu'on ait des chiffres qui soient suffisamment représentatifs de tous les segments de la clientèle. Toujours est-il que c'est vrai qu'on se souvient du client mécontent qui vous le dit. Néanmoins, certains clients mécontents, même à mon avis, la plupart des clients mécontents ne vous le diront pas. Ben, ils vous quitteront, ils résilieront le contrat sans forcément vous le dire. Alors, ils ne sont pas contents, pourquoi? Parce qu'ils ont la sensation d'être abandonnés. Hein. Par contre, ils diront à d'autres. Ça, c'est vrai, Gilles. Ils ont la sensation d'être abandonnés. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas contactés. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de contact. Ils ont eu l'impression d'être abandonnés lors d'un suivi de contrat, lors de la gestion de sinistre, etc. Ils ont l'impression de ne pas forcément être entendus, pas l'impression d'être reconnus. On pourrait parler de la pyramide de Maslow, où le besoin primaire, il est peut-être satisfait, mais pas les autres besoins. Donc, ils ont été tentés d'aller voir ailleurs, et là, ça ne fonctionne pas. Et puis, le client aussi peut être déçu. Il peut être déçu de manière directe parce qu'il y a eu un mauvais suivi, une mauvaise indemnisation de sinistre, etc. Bref, il y a une multitude de choses qui peuvent les décevoir et qui peuvent conduire à l'insatisfaction client. Bon, dernier point, recruter un client coûte 5 fois plus cher que le fidéliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. On me dit oui. On me dit oui. Et là-dessus, en fait, beaucoup de courtiers, ou même la majorité de courtiers vont dire « Moi, ce qui compte, c'est les affaires nouvelles. » Oui,
Oui, les affaires nouvelles sont importantes parce que de toute façon, la production est essentielle. On produit, c'est essentiel. Néanmoins, c'est pas que les affaires nouvelles qui comptent. Ce qui compte aussi, c'est de pouvoir, à un moment donné, fidéliser son client. La fidélisation du client est essentielle. La fidélisation, ça, c'est plutôt la satisfaction qui va conduire à la fidélisation. Et puis, quelque part, quand on sait aujourd'hui tout le temps qu'il faut pour permettre à un client de pouvoir signer un contrat, toute l'énergie qu'il vous faut pour vous, en fait, hein, ça nécessite forcément de pouvoir faire en sorte que le client, il reste un moment chez vous. Le problème, en fait, c'est que dans certains contrats, notamment l'auto, l'habitation, la santé aujourd'hui, la loi Hamon, la loi sur la RIA permettent de résilier le contrat à tout moment après 1 an de souscription. Donc c'est vrai que sur certains contrats, on se dit, bah oui, ils vont être fidélisés, mais en même temps, on ne sait pas forcément combien de temps. Et c'est là où ça peut amener le courtier à vouloir produire beaucoup, donc faire beaucoup d'affaires nouvelles, mais en même temps, il délaisse ses clients d'avant. C'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, quelles sont les méthodes de fidélisation? Il n'y en a pas qu'une, encore une fois, mais le multi-équipement peut permettre de fidéliser. Je vais vous poser une petite question par rapport au multi-équipement, justement. Hop, hop. Est-ce que vous estimez vos clients suffisamment équipés? Quand on parle équipés en multi-contrat, bien évidemment. Alors là, je suis dans la moyenne plus, 2,6, 2,7, hop, hop, hop. Non. Amel me dit non. 2,6, j'ai 20 votes. On va attendre un petit peu encore. 22 votes. 23. Bon, on est dans la moyenne à peine plus, non, mais la moyenne moyenne. Et le multi-équipement en assurance, il est super faible en vrai. C'est-à-dire que vous ne leur proposez pas assez, numéro 95 32 15 85 309, c'est possible. C'est-à-dire que quelque part, le client, on pourrait imaginer que lui va aller vers nous. C'est-à-dire que le client, quand il a un besoin, on peut se dire, ah bah tiens, il va venir vers nous parce que j'ai un besoin. Oui, bien évidemment, le client qui achète une voiture, il est déjà assuré en habitation chez vous. Naturellement, il risque de revenir vers vous. Néanmoins, par moment, quand il a déjà son assurance habitation chez Monsieur X et que il a son assurance auto chez vous, il ne va pas forcément faire de connexion et lui-même ne va pas forcément se dire, tiens, si j'allais chez le même fournisseur à ce niveau-là. Bon, toujours est-il que ça crée des situations où aujourd'hui, en termes de multi-équipement, on se rend compte que le multi-équipement en assurance, il est assez faible. Il est assez faible, il progresse en plus faiblement. Le multi-équipement, il est plus fréquent d'une manière générale chez les agents généraux. Les agents généraux ont ont un taux de multi-équipement qui est supérieur au taux de multi-équipement chez les courtiers, d'une manière générale. Il stagnerait autour de 2 contrats par personne, ce qui est assez faible quand on sait qu'aujourd'hui, l'assurance, on a une assurance pour sa voiture, on a parfois plusieurs voitures, on a une assurance pour son habitation, on a plusieurs habitations parfois aussi, et puis on peut avoir des assurances supplémentaires telles que la garantie accident de la vie, la protection juridique, etc. Ça, quand on a un particulier, puis quand on a un professionnel, encore plus parce qu'on a les assurances pour sa structure professionnelle, pour éventuellement ses salariés, et puis en plus de ça, pour sa vie privée. Sans compter l'assurance vie en plus de ça. Ce qui signifie qu'en fait, les clients, finalement, ont plusieurs fournisseurs et ce plusieurs fournisseurs, à un moment donné, ont tous le même objectif, c'est-à-dire, encore une fois, développer sa clientèle, la fidéliser et si vous n'arrivez pas, entre guillemets, à faire en sorte de faire progresser ce multi-équipement, alors que théoriquement, c'est plus facile de vendre un contrat à quelqu'un qui vous connaît déjà que quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'en plus de ça, dans la tête des personnes, les personnes pensent que s'ils regroupent l'intégralité ou la majorité de leur contrat au même endroit, ça leur donnera plus de force au niveau de la négociation de leur budget
enfin de la négociation financière, on va dire, mais plus de force aussi, plus d'importance. Donc, on peut peut-être essayer de multi-équiper les clients pour pouvoir justement accroître ce sentiment de reconnaissance dont le client a besoin pour se rendre fidèle. Alors justement, par rapport à ça, tout part quand même d'une fidélisation, de la satisfaction du client, c'est un enjeu bien évidemment, mais tout part de la rétention des clients. Le taux d'attrition, je l'ai dit, le taux d'attrition, c'est-à-dire le fait que le client parte parce qu'il résilie, il est assez fort en assurance. Je ne sais pas si vous le calculez, si vous avez la capacité, vous, de le calculer, mais il est malgré tout parfois assez fort. Alors il y a les résiliations naturelles. Le monsieur qui meurt, évidemment, c'est pas possible. Mais il y a aussi tout un tas de résiliations qui pourraient parfois être évitées. Et puis, il y a des résiliations aussi qui peuvent bien évidemment pas être évitées. Mais bon, vous avez la possibilité sur les sites en général de tarification de pouvoir avoir des possibilités de faire varier vos commissions pour pouvoir passer au niveau du budget. De la même façon que Netvox m'a expliqué qu'ils avaient la possibilité aussi d'attribuer du budget commercial quand il s'agissait enfin pour les meilleurs producteurs, c'est-à-dire que quand vous faites partie du club ou qu'on appelle maintenant Carré Or, vous pouvez aussi faire bénéficier en auto d'avoir du budget commercial pour vos clients. Donc ça, c'est quand même le levier monétaire, l'argent, qui reste quand même quelque chose de super important pour faire en sorte de fidéliser le client. Moi, je crois aussi que le relationnel est important. Je crois que le relationnel est important parce que peut-être encore plus dans cette période où on se voit derrière des masques ou derrière des écrans, le levier relationnel est super, super important. Et on le voit d'ailleurs pour les personnes qui ont racheté des portefeuilles à des courtiers qui sont partis à la retraite, il y a une perte de clients qui est intrinsèque parce que le client faisait confiance au courtier en question. L'assurance est un contrat presque intuitu personnel, c'est-à-dire il a été conçu, il a été souscrit parce que vous aviez des bonnes garanties, mais pour certains, il a été souscrit auprès de Georgette, parce que Georgette était Georgette, en fait. Donc, c'est vrai que là-dessus, le levier relationnel, il ne faut pas l'oublier aussi, notamment quand on est courtier de proximité, pour que le client puisse avoir un certain sentiment de reconnaissance. Il y a des leviers en communication aussi. Communiquer régulièrement avec son client est important. Communiquer régulièrement, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs façons de communiquer. On peut prendre son téléphone, on peut parler, bien évidemment, avec son client, mais aussi on peut le faire de manière un peu plus industrielle. Là-dessus, je sais que Netvox, encore une fois, met en place des templates, notamment pour développer le multi-équipement. Vous avez la possibilité de demander en fait à ce que on puisse, avec votre logo, personnaliser cette template. On peut communiquer à travers les réseaux sociaux, on peut communiquer à travers des newsletters, avec des livres blancs, etc. Bref, il y a plein de possibilités de communiquer. Le but de la rétention, de la fidélisation du multi-équipement, c'est aussi d'avoir des clients ambassadeurs, c'est-à-dire des clients parrains, des clients qui vont vous recommander, des clients qui vont vous recommander de manière ponctuelle. Alors là-dessus, vous avez la possibilité de les récompenser aussi, parce que le client, il a besoin d'être récompensé avec des chèques cadeaux, ou même de les récompenser. Parfois, ça se fait de manière moins informelle, en fait, avec un restaurant, une boîte de chocolat, etc. Peu importe. Mais le client, parfois, il peut devenir votre parrain, il peut devenir votre meilleur ambassadeur. D'autant plus que parfois, moi, ce qu'on me dit, c'est oui, mais comment dire? Oui, mais j'ose pas demander. Alors qu'en fait, la recommandation sollicitée, mais quelque part, elle donne un sentiment de puissance, elle donne un sentiment de reconnaissance au client. Le client, si on lui demande quelque chose, mais quelque part, c'est parce qu'on a besoin de lui. C'est ce qui peut se dire d'un point de vue psychologique. Donc, n'hésitez pas à solliciter la recommandation. On l'a vu tout à l'heure, hein, le client content, il dira peu, contrairement au client pas content. Et si vous lui demandez, par contre, ne lui demandez pas d'être content, rendez-le content. Mais si vous lui demandez de partager le fait d'être content, quelque part, vous aurez peut-être plus de résultats que si vous attendez tout simplement qu'il partage le fait d'être content. Alors, je vais juste répondre aux quelques autres petites questions. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, Georges dit que les compagnies ont fait un système de globalisation. En effet, les compagnies d'assurance commencent en effet enfin, commencent, non, elles ont commencé depuis un certain temps, mais à faire en sorte de favoriser le multi-équipement qui est un enjeu
pour les compagnies d'assurance depuis des années, elles le savent et elles trouvent des moyens avec les CRM aujourd'hui, avec internet, avec la digitalisation et cetera, de mieux, de rendre les choses possibles. Alors, Amel nous dit que ce n'est pas de proposer qui est le plus difficile, c'est de rédiger le devoir de conseil si c'est un recueil de besoins en même temps pour une santé ou une prévoyance, sans compter tout ce que nous sommes obligés d'imprimer en aval. Oui, alors ça, c'est un autre sujet, en effet, mais il est évident que l'étape de la souscription, notamment à cause du recueil des besoins, notamment à cause de la rédaction du devoir de conseil, est un travail dense pour le courtier. Moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est: «Oui, mais tu te rends compte quand même que si j'imprime les conditions générales, l'IPID, la proposition d'assurance, le devoir de conseil, que je remplis les 4 pages de questionnaire, j'en ai pour 1 heure et demie pour souscrire une auto, là où le client, quand il va sur le site de BIP, BIP ou BIP, il arrive à souscrire une auto en 3 minutes». Évidemment, je pense que le client qui va chez un courtier pour souscrire une auto, même si son but, ça va être quelque part d'avoir le meilleur tarif, le meilleur produit possible, bah, là où vous pouvez jouer, vous, c'est sur l'accompagnement, sur le relationnel. Parce que si vous jouez sur la rapidité, je pense que vous avez perdu par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. Hélène me dit qu'il y a un nombre sur le taux d'attrition. Alors, Georges lui répond que la perte est évaluée à 13% du portefeuille. Je n'ai pas réellement de chiffres. J'ai des clients qui me disent en effet que c'est entre 10 et 15%, d'autres 20%. Tout dépend en fait du type de contrat aussi que vous distribuez. Si vous distribuez des contrats d'assurance vie, on sera sur un taux d'attrition qui sera beaucoup plus faible que celui-ci. Si vous distribuez de l'auto, de l'habitation, surtout de l'auto d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a la vente des véhicules qui sont quand même parfois plus fréquents que le déménagement, on sera sur un taux d'attrition qui sera supérieur. La santé, le taux d'attrition jusque-là était autour en effet de 10-15%. Avec la nouvelle réforme depuis le 1er décembre, on ne sait pas. Est-ce que ça va augmenter ce taux d'attrition? Finalement, on a vu que la loi Hamon ne l'augmentait pas tant que ça, donc c'est à voir. Lors de la passation d'un agent général, alors je vois pas, on me dit: «Je ne vois pas mon cabinet, est-ce normal Assurance Plus?» Je ne sais pas de quoi vous me parlez en fait, pardon. Je pense que 95 32 machin, vous êtes Assurance Plus, donc c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Lors de la passation d'un agent général à un autre agent, oui, il y a un taux d'attrition à ce moment-là qui est beaucoup plus grand, mais je l'ai dit en fait, l'assurance, on souscrit pour le produit et puis on souscrit aussi parce que l'agent était sympa, parce que l'agent est souriant, parce que l'agent est lui en fait. Toujours est-il que toutes ces étapes de la satisfaction du client, vous devez l'obtenir pendant toute la vie du contrat. La vie du contrat, la vie du client, elle a plusieurs étapes. Vous avez la première étape, c'est l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire la conquête. Là, on prend son armure de chevalier et on va essayer de conquérir. On veut attirer le client. Ça, c'est la phase en fait d'accueil où on doit proposer un produit adapté. La phase de souscription est aussi une phase en fait préalable à la vie du contrat. Et puis, toute cette phase-là, qui est la gestion du contrat, l'indemnisation du sinistre, est une phase en fait où on peut développer, où on peut fidéliser. Et le but de cette phase-là, c'est d'éviter la phase critique. La phase critique, c'est laquelle? C'est la perte du client, c'est-à-dire la résiliation avec cette attrition qui peut être élevée. Elle est élevée pourquoi? J'en ai déjà parlé. Mais en général, cette phase critique, elle joue aussi pendant les sinistres. Pourquoi? Alors là-dessus, facile. L'assurance est un contrat par lequel une partie, qui est l'assureur, s'engage à payer ou plutôt à indemniser un risque contre le paiement d'une prime. C'est l'obligation réciproque, donc le contrat synalagmatique qui est le contrat d'assurance, qui va générer cette obligation de payer un sinistre pour un assureur. Bon. Vous, en tant que courtier, vous ne payez pas de sinistre. Vous pouvez avoir des délégations de gestion de sinistre, avec même des délégations de règlement de sinistre dans un certain montant pour du matériel. Mais globalement, ce n'est pas vous qui réglez, ce n'est pas vous qui payez. Surtout quand on est courtier de proximité, en général, on laisse ça à la compagnie ou au courtier grossiste et c'est très bien comme ça.
Toujours est-il que vous avez un rôle, malgré tout, dans la gestion de sinistre. D'autant plus que la gestion de sinistre, c'est un levier de fidélisation, de conquête, et un levier aussi qui va permettre de pouvoir favoriser derrière le multi-équipement et les recommandations. Alors, vous avez un rôle lequel? Déjà, le devoir de conseil, je l'ai dit tout à l'heure, il se poursuit pendant toute la vie du contrat. Toute la vie du contrat, ça veut dire y compris pendant le sinistre. Ne pas oublier de rappeler, par exemple, à un client que le délai de prescription en assurance, il est de... Quelqu'un peut me répondre? Quelle est la durée du délai de prescription en assurance? Merci Amel. Oui, 2 ans. Il est bien de 2 ans en effet. Et s'il est court, hein, le droit commun c'est 5 ans. Bon, court, long, je ne sais pas, mais en assurance, on est sur un droit spécial où le délai de prescription il est de 2 ans. Il est 2 ans et c'est le rôle du courtier de rappeler que ce délai de prescription, il est de 2 ans. Vous devez l'accompagner là-dedans, le client. C'est-à-dire que quand on parle d'accompagnement, c'est un accompagnement dans la gestion de sinistre en essayant de lui expliquer, en le tenant au courant. Oui, voilà, un expert a été mandaté. Et puis, si le rapport d'expertise n'est pas favorable au client, n'hésitez pas à lui rappeler qu'il y a la possibilité aussi d'avoir un expert d'assuré. Un expert d'assuré qui est parfois d'ailleurs, dont les honoraires sont parfois d'ailleurs pris en charge dans le contrat ou dans un contrat ailleurs, enfin dans un contrat de protection juridique ou autre. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à faire ça. Le but, c'est d'avoir bien évidemment de la rapidité dans le règlement des sinistres, mais aussi un accompagnement parce que le client, il ne sait pas forcément dans quel sens aller. Alors Muriel le dit, il faut relancer la compagnie, oui, il faut informer le client. Et en même temps, parfois, le courtier se retrouve entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, vous avez le client, de l'autre, c'est la compagnie, c'est votre partenaire aussi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Toujours est-il que le sinistre, c'est un moment de vérité qui va soit confirmer la satisfaction du client et permettre de la fidélisation, permettre à ce moment-là de pouvoir multi-équiper, voire même monter en gamme. Quand on parle de monter en gamme, en assurance, c'est toujours un peu particulier, mais si je prends par exemple sur l'assurance vie, on pourrait imaginer quelqu'un qui va remettre plus d'argent, etc. Et puis à côté de ça, il faut faire attention parce que la gestion d'un sinistre, très souvent, peut-être parfois à cause d'attentes trop grandes, ou parfois de mauvaise foi, je pense aussi, va entraîner du mécontentement chez vos clients. Mécontentement, ça veut dire résiliation. Ça veut dire aussi recommandation négative. Et là, à ce moment-là, on arrive sur une inversion totale par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place et par rapport à ce que vous avez souhaité. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? On arrive à 13h. J'ai arrêté de parler à 13h pile. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hervé nous dit, si tout le monde faisait correctement son boulot, tout irait mieux, compagnie ou courtier grossiste. Oui, évidemment, mais courtier aussi. En sachant qu'en fait, la période du Covid aussi a entraîné des lenteurs dans la gestion des dossiers, des lenteurs en fait qui sont communes. Tout le monde a démontré, enfin, tout le monde a été mis à mal pendant cette période-là, pendant la période du premier confinement notamment, mais même encore aujourd'hui, le télétravail existe. Alors, il entraîne des problématiques de communication parfois, et ne pas oublier malgré tout que en tant que courtier, vous êtes censé représenter votre client et il faut vraiment relancer la compagnie ou les courtiers grossistes à ce niveau-là. N'hésitez pas, c'est important. Alors, Gilles nous dit que parfois les clients sont mécontents car le sinistre a été long à gérer, faute du partenaire ou de la compagnie. Oui, ne pas oublier aussi d'expliquer à un client pourquoi le sinistre est long à gérer. Notamment parfois quand il y a eu des événements naturels, le missionnement d'un expert peut être super long et le client ne le comprend pas en fait. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer. Je pense qu'en communiquant avec le client, c'est quelque chose qui sera favorable en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques supplémentaires. Stéphanie nous dit prochaine formation gestion des sinistres. Voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire. Dans tous les cas, moi, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite un bon après-midi aussi, Patrice. Comme je vous le disais, pas de questionnaire klaxon cette fois-ci. On l'a fait plus ou moins en ligne. On vous enverra vos attestations fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous n'hésitez pas à nous recontacter par mail si besoin. Je vous mets l'adresse. Hop, hello. J'arrive pas à écrire, c'est embêtant.
hello@spiritusformation.com. Vous pouvez passer par Netvox aussi qui nous envoie toutes vos demandes derrière. Parfois aussi, n'oubliez pas de vérifier vos spams. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça arrive dans les spams. Mais dans tous les cas, vous aurez vos attestations. Si vous ne les avez pas reçues milieu de semaine prochaine, vous pouvez revenir vers nous, comme je vous le dis, sur hello@spiritusformation.com. Kenny vous enverra l'attestation. Il vous rappellera ensuite pour savoir si vous l'avez bien reçu. N'hésitez pas dans tous les cas. En attendant, moi, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Ici, il fait du soleil, donc ça fait du bien. Et voilà, et puis profitez, et puis surtout, accompagnez vos clients pour avoir des recommandations positives. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.